Pour accompagner notre séquence sur les blasons, nous nous intéresserons à la représentation de la beauté féminine à la Renaissance. Les poétesses Louise Labbé et Pernette Duguillet étaient célébrées par leurs contemporains non seulement pour leur talent littéraire, mais aussi pour leur beauté. Leurs portraits témoignent des critères de beauté du XVIe siècle. Une peau pâle, des cheveux blonds, voire blonds vénitiens, ondulés, et un grand front. Les blasons font l'éloge d'une femme en décrivant une partie de son corps. Nous nous demanderons comment la peinture, quant à elle, célèbre la beauté féminine en observant deux tableaux du XVIe siècle représentant Vénus, déesse de l'amour et de la beauté. Le premier est la Vénus d'Urbain, peinte par Titien en 1538. Cette toile est une commande. Le fils du duc de Ferrare demande à Titien, peintre prestigieux, de faire pour lui le portrait d'une femme nue. Cette Vénus correspond aux critères de beauté du XVIe siècle que nous avons déjà évoqués. Une peau pâle, des cheveux blonds vénitiens ondulés. À cela s'ajoute une silhouette menue et un air juvénile qui était alors prisé, comme en témoigne le blason du Beau-Tétin de Clément Marot. Le thème de ce tableau est vraisemblablement le mariage. La jeune femme a les cheveux lâchés, coiffure traditionnelle des Vénitiennes le jour de leurs noces. Le petit chien est un symbole de fidélité. De même, la plante qui est posée sur le rebord de la fenêtre est du myrte, une plante qui ne perd pas ses feuilles et qui symbolise donc la constance. Les deux coffres où les servantes rangent des vêtements sont certainement des coffres de mariage. Or, à la Renaissance, à l'intérieur de ces coffres, on peignait souvent des hommes ou des femmes nus afin de favoriser la fertilité. L'hypothèse d'un tableau matrimonial est confirmée par le fait que cette Vénus a été peinte au moment où la femme du commanditaire du tableau atteignait sa puberté. Et c'est là que je vous rappelle que le commanditaire, lui, avait 25 ans. Dès le XVIIe siècle, ce tableau a commencé à faire scandale. Non pas à cause de ce que je viens de vous dire sur l'âge du commanditaire et de sa femme, mais plutôt à cause de l'ambiguïté d'un certain nombre de représentations. En effet, le bouquet de roses que la jeune femme tient à la main pourrait certes être considéré simplement comme l'attribut traditionnel de Vénus, mais à la Renaissance, lorsque l'on peint côte à côte une poitrine dénudée et un bouquet de roses, cela symbolise la lascivité, la sexualité. C'est surtout la composition du tableau qui en suggère l'érotisme. Le voile noir qui coupe la toile en deux parties tombe à l'aplomb du sexe de la femme. Il guide donc le regard du spectateur vers cette partie du corps et sur la main posée dessus. Le geste de la femme peut donc apparaître comme une invitation au plaisir. Il semble ainsi que cette Vénus ne soit pas une représentation idéale de la beauté dans l'esprit de ce que propose Maurice Sèvres avec le front, mais une représentation bien plus charnelle, sensuelle, qui se rapprocherait du poème de Clément Marot, Le blason du Beau-Tétin. Observons maintenant une autre Vénus, peinte par l'artiste allemand Lucas Cranach. Comme la Vénus du Titien, elle a la peau pâle, un buste menu, un petit ventre et des cheveux blonds vénitiens. Bien qu'elle soit entièrement nue, elle porte des bijoux précieux et sa coiffure est travaillée. Ce paradoxe souligne sa nudité. En effet, elle ne paraît pas comme une déesse surprise dans sa nudité naturelle, mais comme une femme qui offre le spectacle de son corps. Le plus étonnant est ce voile qui ne voile rien. Comme il est transparent, il attire l'attention sur ce qu'il devrait masquer, c'est-à-dire le sexe de la femme. La dimension érotique du tableau est donc soulignée par ce jeu de cache-cache, en quelque sorte, avec le regard du spectateur. Les Vénus de Titien et de Cranach suscitent moins l'admiration que le désir, voire un certain érotisme. À ce titre, ces deux tableaux se rapprochent bien plus du poème de Clément Marot, Le blason du Beau-Tétin, que du pétrarchisme de Du Bellay ou du néoplatonisme de Maurice Sèvres.